Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AG Bio. Alors aujourd'hui j'ai envie de te proposer une petite série sur l'éco-habitat. Donc je vais proposer des petits épisodes qui vont concerner différentes thématiques de l'habitat écologique. Donc ça va être des petits épisodes courts pour vraiment rappeler quelques règles de base qui pourront être intéressants pour certains et qui peut-être permettront d'apprendre des choses, et pour les autres ça permettra éventuellement de faire quelques petits rappels sur des notions un petit peu techniques. Donc j'espère que ça servira au plus grand nombre. Alors aujourd'hui on va parler isolation. Une maison non isolée perd en chaleur 25 à 30% par le toit, 20 à 25% par les murs, 10 à 15% par les fenêtres, 7 à 10% par le plancher bas, 5 à 10% par les ponts thermiques, soit les zones où la barrière isolante est défectueuse, voire absente. Donc ça peut être au niveau des encadrements, des portes, des fenêtres, éventuellement dans les angles, entre deux murs éventuellement, ou entre le mur et le plancher, ça j'ai déjà vu ça aussi. Voilà, grosso modo partout où il y a une rupture. Pourquoi isoler verre ? En dépit des efforts des fabricants traditionnels, les isolants synthétiques restent issus d'une industrie hautement polluante, émettent de façon durable ou sous forte chaleur de faibles quantités de gaz toxiques, du pentane, du styrène, etc., lesquels s'avèrent d'une extrême dangerosité en cas d'incendie. Alors là, il faut savoir aussi qu'il y a certains matériaux synthétiques qui sont utilisés dans l'habitat, qui effectivement peuvent être dangereux en cas d'incendie, mais qui aussi ont la particularité. Alors il n'y a pas forcément beaucoup d'études qui ont été faites sur le cas, ou du moins j'en connais très peu, mais certains matériaux qui vont émettre sur la durée et qui petit à petit vont libérer des toxines dans l'air essentiellement. Des isolants verts performants. Bien que plus coûteux, les isolants écologiques d'origine végétale et animale répondent mieux aux enjeux environnementaux et sanitaires en affichant des performances approchantes, voire supérieures sur certains points. Des matériaux sains et durables, excellents régulateurs d'humidité, ces matériaux respirants favorisent les transferts de vapeur d'eau en préservant le bâti. Cette caractéristique naturelle assure une qualité optimale de l'air intérieur, en évitant les désagréments dus à une humidité excessive ou à un climat trop sec, et permet aussi de résister au phénomène de tassement qui, notamment, diminue au bout de quelques années les performances thermiques des laines minérales. Ces phénomènes de tassement, par exemple, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les laines de verre, par exemple, qui font qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faut les changer. Quels sont les isolants verts ? Les isolants verts proviennent en majorité du monde végétal. Le chanvre, le coco, la fibre de bois, le liège, le lin et la ouate de cellulose. Et le monde animal donne essentiellement les laines de moutons et de plumes. Alors ça, c'est pour les isolants que on va trouver essentiellement dans les magasins de bricolage. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres isolants qui existent aussi, comme par exemple la paille. La paille, c'est un excellent isolant, et l'avantage de la paille, c'est qu'en même temps, c'est un produit qu'on va trouver chez nous et qu'on n'a pas besoin d'importer de l'autre bout de la planète. Le deuxième avantage, c'est que c'est un produit qui est pas cher. Alors c'est sûr, il y a quelques précautions à prendre quand on utilise la paille, et notamment le fait que il ne faut pas que la paille prenne l'humidité. Donc ça va être essentiellement au moment de la pose ou du montage, on va dire, qu'il faut faire très attention. Après, sinon, la paille, c'est vraiment un excellent isolant. Comment choisir votre isolant ? Premier critère de choix, le pouvoir isolant. Il est caractérisé par deux indices, le coefficient de conductivité et la résistance thermique. Alors, pour le coefficient de conductivité, ou lambda, plus lambda est bas et proche de celui de l'air, c'est-à-dire 0,024, plus le matériau a un potentiel isolant. Alors ça, le lambda, c'est une caractéristique qu'on va retrouver sur les produits d'isolants quand on regarde un petit peu les fiches techniques, ou si vous allez sur le site de Leroy Merlin, de Castorama ou autre. Il faut regarder toujours dans les caractéristiques, il y a le lambda qui va pouvoir nous donner le pouvoir isolant du matériau. Ensuite, il y a une deuxième donnée,
une deuxième caractéristique, c'est la résistance thermique R. Alors là, c'est l'inverse du lambda. Plus R, c'est un grand R, est élevé, plus l'isolation est efficace. Donc là, c'est pareil, il suffit d'aller sur les sites et de faire les comparaisons. On voit parmi les différents matériaux, celui qui va être le plus efficace. Voilà, donc là, on reste très basique. Ces deux données qui permettent de mesurer l'efficacité d'un isolant. Après, il faut savoir que ça va dépendre aussi exactement de ce qu'on veut faire, de la partie qu'on veut isoler. Si c'est plus un mur, si c'est plus un plafond, l'espace qu'on va avoir, etc. Donc ça dépend toujours un petit peu de son environnement. Mais disons que quand on a le choix entre plusieurs matériaux, là au moins ces données-là vont permettre de se donner une idée pour choisir le meilleur matériau possible, celui qui a le meilleur pouvoir isolant pour réaliser ces travaux. Bon à savoir, concrètement, le meilleur indice de comparaison est la valeur R, figurant sur l'étiquette des isolants. Attention, les chiffres fournis par les fabricants sont d'autant plus fiables qu'ils sont validés par des avis techniques du Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB. Deuxième critère, la durée. Pour juger des performances d'un isolant dans le temps, les propriétés thermiques ne suffisent pas. D'autres paramètres sont à prendre en compte, tels que la capacité hygroscopique et la stabilité dimensionnelle. Alors, la capacité hygroscopique, c'est la capacité à absorber le surplus de vapeur d'eau. Parce qu'il faut savoir que les murs, en fait, les murs de la maison, les murs de son logement, c'est des éléments, j'allais même dire des organes, qui, au sein du bâtiment, vont avoir une capacité à respirer. Et selon que le mur va avoir une capacité à respirer plus ou moins bien, et un petit peu de la même façon à absorber plus ou moins bien la vapeur d'eau, ça peut avoir des conséquences sur l'intérieur de l'habitat. Troisième critère, les produits certifiés. Performance et qualité sont certifiés. Alors, pour les produits isolants, par Acermi, pour les produits d'isolation, par NF et CST BAT. Alors pour donner une idée, quelle technique d'isolation? Selon qu'il s'agisse notamment d'une construction ou d'une rénovation, plusieurs techniques d'isolation s'offrent à vous. L'isolation des murs par l'intérieur, l'isolation des murs par l'extérieur. Alors de mon expérience personnelle, c'est toujours mieux d'isoler un mur par l'extérieur. Pourquoi? Parce que le mur existant, qui va être en général en pierre, en béton, en brique, peu importe, il a un pouvoir de stocker des calories. Il va avoir un pouvoir, pour faire plus simple, de stocker de la chaleur. De stocker de la chaleur et d'avoir une régulation un petit peu plus douce des températures. Alors que si on isole par l'intérieur, le mur extérieur, du coup, il a plus cette capacité à réguler. Donc l'idéal, ça reste de faire une isolation par l'extérieur. Maintenant, c'est pas toujours possible. Quand on vit dans un appartement et que forcément on n'est pas propriétaire, de l'ensemble du bâtiment, quelquefois on est obligé de faire une isolation par l'intérieur. Donc là, forcément, quand on n'a pas le choix, pour éviter de perdre trop de calories, pour éviter de consommer trop, et en même temps de polluer et de rejeter des gaz dans l'environnement, c'est quand même mieux de faire une isolation même si c'est par l'intérieur. Ensuite, en isolation, on a l'isolation des combles et des toitures. Je rappelle ce que j'ai dit en intro, c'est-à-dire que 25 à 30% de la chaleur dans une maison non isolée part justement par le toit. L'isolation des planchers, donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont notamment une cave ou un garage non chauffé en dessous, ou pourquoi pas une terrasse couverte ou quelque chose, enfin tous ceux qui ont du vide en dessous, ça peut être intéressant et ça peut limiter justement, on dit la remontée du froid, mais aussi le fait que la chaleur puisse un petit peu s'évacuer par là. Et enfin, l'isolation des parois vitrées. Forcément, plus il y aura d'épaisseur, plus ça va être isolant. Je prends l'exemple du double vitrage par rapport au simple vitrage.
Il y a aussi du triple vitrage qui existe aujourd'hui. J'ai déjà vu, c'est un peu moins onéreux, pas forcément moins écologique, mais c'est un peu moins onéreux. Des matériaux transparents, alors grosso modo pour faire simple, ça va être un espèce de film plastique qu'on va mettre sur la partie extérieure et qui va un petit peu protéger, disons, la fenêtre du froid extérieur, on va dire. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être une idée. Maintenant, le truc le plus intéressant, c'est de faire, alors on ne peut pas forcément le faire partout et sur toutes les fenêtres, mais ce qui peut être intéressant, c'est de faire un espèce de tampon, soit en mettant une deuxième fenêtre. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis. Donc les gens ont la première fenêtre à l'intérieur de la maison, et ensuite il y a une deuxième fenêtre qui donne sur l'extérieur, ce qui permet d'avoir un tampon entre les deux, donc une isolation qui peut être intéressante. Ou bien alors, on peut faire carrément une espèce de mini-serre devant sa fenêtre ou de la taille de la fenêtre, ça dépend ça dépend de la configuration, mais ça peut être intéressant aussi. Ça peut permettre éventuellement de laisser rentrer de la chaleur en créant un effet de serre. Si c'est bien fait, ça permet un petit peu de protéger de la chaleur en été. Et puis voir éventuellement, c'est quelque chose où on peut éventuellement rajouter des ouvertures, notamment des ouvertures par le haut, pour laisser évacuer la chaleur en été. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode et on se retrouve à l'épisode prochain qui va concerner le chauffage. Allez, bonne journée à tous, salut!